Bien, bonsoir. Bonsoir. Alors, en tout cas, merci d'avoir bravé le froid, la nuit, la pluie, la neige, peut-être pour certains. Ça fait plaisir. C'est vrai que la tentation est souvent grande à cette période à rester un peu chez soi, bien au chaud. Mais donc voilà. En tout cas, nous, on est bien contents de vous voir et de démarrer cette année avec vous. Et justement, sur ce nouveau thème de ces 5 conférences, donc la Terre vue du cœur. Ne soyez pas étonnés si j'ai une voix un petit peu caverneuse, voire minérale. C'est pas que j'ai trop travaillé sur le règne minéral, c'est que j'ai pris un petit coup de froid, justement. Bon. Alors, donc, la Terre vue du cœur est à la rencontre... Ah, on l'a pas mis, mais le sous-titre, c'est à la rencontre de la famille planétaire. La famille planétaire. La famille, déjà. Quand on évoque le mot famille, ce qui nous vient à l'esprit le plus souvent, c'est les liens de parenté, les liens de sang. Ceux qui ont des racines italiennes, la famiglia, c'est important. Et ouais, c'est ce qui nous vient le premier à l'esprit. Mais quand on regarde la racine du mot famille, ça vient du latin famulus. Et famulus, c'est simplement, ça veut dire qui vivent sous le même toit. Et au départ, ça a été créé ce mot pour désigner les serviteurs qui vivaient sous le même toit. Puis après, ça a été les serviteurs et le maître de maison. Donc pas du tout des liens de sang. C'était simplement le même toit. Et c'est intéressant de considérer, nous, à la rencontre planétaire, qu'au niveau de la planète, finalement, on est une grande maison. Pourquoi? Parce que selon cette définition, on vit sous le même toit, on vit sous le même ciel. Et même si on n'a pas des liens de sang avec tous les membres de cette famille planétaire, les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains, règne de l'âme, mais on a d'autres liens, ce qu'on appelle des liens de vie. Oui, parce que des liens de vie, on peut dire que c'est la même vie qui circule à travers nos corps. Qu'on soit là, on n'a pas des liens de sang, mais c'est la même vie qui nous anime. C'est la même vie qui nous vitalise, qui galvanise tous les corps, qui nous maintient en vie, qui nous a même donné vie quelque part, à tout ce qui existe sur la planète. Et pas juste les humains, comme je disais, que ce soit tous les règnes de la nature. Donc c'est intéressant de considérer, d'ouvrir déjà son esprit à cela. Et le cœur, sur la Terre vue du cœur, c'est ce qui nous permet justement de développer cette sensibilité élargie, et justement élargie pour sortir un peu de notre cadre et découvrir de plus en plus ces liens de vie qu'il y a entre les différents membres de la famille. Et d'apprendre à se considérer justement comme un tout. Tout comme dans une famille de sang, à force, on se considère comme une unité. Quand on a appris justement, peut-être pas toutes les familles, mais quand on a appris à se reconnaître, à s'aimer, à se considérer, on arrive à se considérer comme une unité. Et bien, le but du cœur, c'est justement de faire la même chose, mais avec l'ensemble de la planète, des règnes planétaires. Donc en allant à la rencontre justement de chacun des règnes dans leur profondeur, voilà, de chacun des membres. Intéressant, la racine de membres aussi, ça vient de l'anatomie, et ce n'est pas seulement les 2 jambes et les 2 bras. Membres, dans la définition, c'est simplement une partie du corps, une partie d'un ensemble. C'est intéressant, du coup, les membres planétaires, de la famille planétaire, simplement une partie d'un tout. Et c'est le cœur qui va nous permettre de percevoir ça. Quand on dit le cœur, ce n'est pas l'organe cœur, physiquement. C'est la conscience de cœur. Vous avez peut-être déjà entendu parler, on parle d'organe du cœur, mais on parle aussi du chakra du cœur. Donc on a 7 chakras, il y a le chakra du cœur qui correspond à l'organe cœur. Le chakra, c'est quoi? C'est comme une roue, comme une dynamo, qui, en tournant, va envoyer de la lumière, va envoyer de l'énergie, et va vitaliser, va donner l'énergie nécessaire à l'organe cœur. Mais qu'est-ce qui fait tourner cette roue? C'est la conscience. Ça, c'est vraiment important. C'est l'état de conscience qu'on va développer intérieurement qui va mettre en mouvement cette roue et faire donner de l'énergie à l'organe cœur et aux organes qui sont dans cette région-là. Je vous dis ça parce que c'est pas, contrairement à ce qu'on croit, en se concentrant sur le chakra du cœur ou en visualisant une couleur qui correspondrait au cœur.
Parce qu'on peut être de conscience, pas du tout de cœur, une conscience très personnelle, et tu auras beau visualiser la couleur du chakra du cœur, ça ne fera pas mettre en route ce chakra-là. Ce qui me fait mettre en route, c'est l'état de conscience qu'on développe. D'où le but un peu de ces conférences. Alors vous pourriez me dire, mais la Terre vue du cœur, alors ça aurait pu être finalement la Terre vue des 6 autres chakras, vu qu'il y a 7 chakras. La Terre vue de la gorge, la Terre vue du ventre. Oui, ça aurait pu. Mais c'est vrai que c'est quand même moins sexy, c'est plus sympa, non, la Terre vue du cœur. Parce que la Terre vue de la gorge, la Terre vue de la tête, ça nous parle moyen, c'est pas très familier. C'est bizarre parce que pourtant, vous verrez que la Terre vue du cœur, c'est pourtant le moins familier. Pourquoi? Parce que la conscience actuellement dans l'humanité n'est pas développée en termes de conscience de cœur, ou très peu. Il y a quelques individus, mais dans son ensemble, pas du tout. Et c'est vrai que pour simplifier, on ne va pas voir les 7 chakras, mais on pourrait dire qu'il y a le chakra et la conscience du coup du plexus, du ventre, et puis le dessus du cœur et celui de la tête. Et à quoi ça correspond? Parce qu'on va y revenir régulièrement. Donc quand on dit le chakra du ventre, c'est le chakra du plexus. Quand on parle du plexus, donc pareil, il faut bien se rendre compte que c'est l'état de conscience qui correspond à ça. C'est ce qui correspond à l'émotionnel. On le voit souvent, je vous renvoie à la conférence de l'année dernière, la deuxième conférence Apaise les ondes émotionnelles, où on a vu ça en détail. Mais très rapidement, on peut dire que l'émotionnel, du coup, correspond, quand on a un état de conscience émotionnel, c'est une sensibilité qui est très reliée à soi, très personnelle. Et du coup, tout ce qu'on perçoit, on perçoit le monde extérieur, on vit comme ça partout avec les autres, mais tout est ramené à soi. Et puis on classe les autres en fonction de ce que j'aime ou j'aime pas. Il me fait du bien ou il me fait pas du bien. Est-ce qu'il peut me servir ou pas me servir? Et en fonction de ça, je classe et je mets voilà, 2 catégories un petit peu voilà, de tout ce que je trouve autour de moi. Donc c'est une sensibilité très centrée sur soi, par rapport à soi, et très personnelle de la vie. Quand on parle de conscience de la tête ou de chakra de la tête, pour faire simple, c'est un peu le côté scientifique de la chose, c'est-à-dire qu'on perçoit le monde en essayant de le comprendre en termes de forme et de classer, d'analyser, de disséquer, voire de séparer tout ce qu'on voit, mais pour essayer de le comprendre. On le met dans des cases. Mais nous, on se met à l'extérieur de ça. Il y a une sorte d'observateur, un peu au côté scientifique. Ça, c'est quand on a un peu cet état de conscience de la tête, et avec le chakra de la tête qui tourne. Le cœur, lui, l'état de conscience du cœur, c'est différent. Il a 2 caractéristiques. La première, c'est que pour lui, quand on perçoit en tant que cœur, en tant que conscience de cœur, rien n'est séparé. Tout fait partie d'un ensemble. On dit que c'est la loi d'organe à organisme. Chaque petite partie est resituée dans un tout. Une cellule, elle est resituée dans le corps. Un organe, il est situé dans un organisme. Un humain, on peut le percevoir, mais on le resitue dans un groupe. On le resitue au sein de l'humanité. L'humanité, on peut la percevoir, on peut en parler, on peut la sentir, on peut percevoir ses qualités, mais elle est resituée au sein de la planète. La planète peut être resituée au sein du système solaire. Et ainsi de suite, ça peut aller très loin par rapport à ça. Mais c'est le cœur, il perçoit à la fois le tout et la partie, sans discontinuité. C'est vraiment un état de conscience qui inclut tout. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique du cœur, c'est cette capacité à percevoir, d'ailleurs, le cœur étant à l'intérieur, on dit comment on a le cœur à l'intérieur, et bien, c'est une petite astuce pour s'en souvenir, ça permet de percevoir à l'intérieur des formes. Quand on est de cœur, c'est-à-dire que, ok, on peut percevoir les formes de vie, mais on dit que le cœur c'est le siège de l'âme. Ben, l'âme dans le cœur reconnaît l'âme en chaque forme, quelles que soient les formes de vie. Donc il y a ces 2 caractéristiques, un côté très, on pourrait dire presque horizontal, et un côté vertical, où ça va à l'intérieur des formes, pour contacter justement la lumière et l'âme. Donc, bien faire la différence, plexus, tête et cœur. Du coup, dans la Terre vue
du cœur, il y a aussi la notion de vue. Et donc le vue, c'est la vision. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que plus on va percevoir en tant qu'ensemble, à partir du cœur, cette perception globale, eh bien, ça va forcément changer notre vision du monde. On va voir les choses très différemment. On ne va plus les voir de la même façon qu'avant. Donc il y a un rapport avec la vue. On va comprendre le monde aussi différemment. La vue est très reliée à la tête, d'ailleurs. Quand on dit oui, je vois bien ce que tu veux dire, c'est je comprends bien ce que tu veux dire. Et puis en plus de la position anatomique de la vue, c'est les yeux, c'est au niveau de la tête. Et c'est intéressant parce que du coup, on va toujours essayer d'associer le cœur et la tête pour que la tête puisse fonctionner non pas seule, comme on l'a dit tout à l'heure, mais en relation avec le cœur. C'est-à-dire que les informations, la sensibilité du cœur vont pouvoir remonter à la tête et qu'on puisse comprendre, voir, percevoir le monde à partir d'une sensibilité de cœur. Donc ça, c'est vraiment le but aussi de ce travail-là. D'ailleurs, ne dit-on pas que l'on voit bien seulement avec le cœur. Justement, c'est pour l'important de coupler les deux. Donc, il ne faut pas vous étonner si, dans ces conférences, on cherche justement à changer notre vision et on peut justement peut-être échanger des choses qui sortent un peu de notre point de vue habituel, de notre cadre de vue habituel. Mais c'est le but justement recherché parce qu'on ne progresse pas si on ne sort pas de nos cadres habituels de pensée, nos points de vue de pensée habituels. On apprend ensemble à mettre les lunettes du cœur. Et comme disait Krishnamurti, j'aime bien reprendre à chaque fois cette citation, il disait, mais je ne vous demande pas de me croire, mais simplement d'ouvrir votre esprit. Je trouve que c'est une attitude toujours intéressante dans les relations. Bien, ouvrons notre esprit en allant à la rencontre du premier membre de la famille, du coup, le règne minéral. Qu'est-ce que le minéral? Alors, du point de vue de la tête, du point de vue scientifique, le minéral, c'est un caillou. C'est une forme dense et c'est une matière inorganique, inerte, sans vie, sans conscience, qu'on classe comme ça en fonction de leur forme. Vous êtes allé à l'école, je ne sais pas si vous vous souvenez encore un petit peu le tableau de Mendeleïev, où on classe notamment les métaux en fonction de leurs propriétés chimiques, physiques. Même en minéralogie, des gens qui sont passionnés par les minéraux, mais sont simplement classés selon leur solubilité, leur lieu d'extraction, leur brillance, voilà, en fonction de leur forme physique. D'ailleurs, c'est intéressant, même quand on va sur Mars, par exemple, pour vous dire comme quoi on ne les considère pas du tout comme de la vie vivant et étant une conscience, quand on recherche la vie sur Mars, quand on va là-bas, pourtant il y a plein de roches et plein de minéraux, hein, mais on va dire wow, on a trouvé un minéral, il y a la vie. Non, on va chercher un extraterrestre, on va chercher une plante, on va chercher quelque chose qui bouge, où on a l'impression qu'il y a de la vie. On ne considère pas ça du tout comme vivant, avec la tête. Par contre, avec le cœur, qui dit forme pour le cœur, comme je vous disais tout à l'heure, qui est capable de voir la vie derrière toute la forme, qui dit forme, dit conscience, dit âme, dit vie. Donc pour le cœur, le minéral est aussi une grande vie. C'est même, pareil, je vous fais en rapport avec les conférences de l'année dernière, c'est même la conscience qui crée les formes. Toute forme de vie qui existe est là parce qu'il y a eu une conscience, il y a eu une âme qui, dès le départ, justement, a créé cette forme. Donc c'est comme déjà une autre conception de la chose. Et même si, c'est pas parce que des fois on ne l'aperçoit pas, cette conscience, derrière les formes, qu'elle n'existe pas. Il faut bien se rendre compte que même par rapport à nous, on sait qu'on a une conscience, on sait qu'on a une âme, on sait que c'est vivant par rapport à ça, mais imaginez sur une autre échelle immensément grande, il y a des grandes consciences dans l'univers. Imaginons la conscience de la galaxie. C'est une forme de vie aussi, une galaxie. Il y a forcément une conscience derrière, mais qui nous dépasse complètement. Il y a 200 milliards d'étoiles dans une galaxie, donc il y a un nombre de planètes absolument des centaines de milliards, parce que les étoiles étant un soleil, donc c'est un système solaire avec des planètes qui tournent autour. Donc c'est comme si dans notre organisme, une planète, notre planète Terre, c'était une cellule.
pour la galaxie. Donc les humains qui sont à l'intérieur, c'est une molécule au sein de la cellule. Donc on peut s'imaginer que ces consciences-là, ça serait une difficulté énorme d'aller rejoindre la conscience des humains que nous sommes. Et ce n'est pas parce qu'ils n'arrivent pas à le percevoir qu'on n'en a pas. Et bien c'est pareil par rapport aux minéraux, nous par rapport aux minéraux. Ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à le percevoir, et ce n'est pas si évident que ça, qu'ils n'ont pas de conscience. Tout est relatif. C'est intéressant des fois de changer d'échelle pour se rendre compte. Surtout qu'en conscience de cœur, le cœur, par rapport à la planète, il perçoit l'ensemble de la planète comme une grande, on va dire comme une grande école, où en fait, toutes les formes qui existent sont que des classes où on apprend à l'évolution de conscience, on apprend des qualités particulières. Et chaque règne est une classe au sein de cette école où il y a des qualités, il y a des états de conscience qui se développent. Ça se voit bien, par exemple, dans le règne minéral, du coup, pour le coup, où on voit l'évolution des minéraux, alors sur un temps, des millions d'années, mais par exemple, le diamant, donc qui est le minéral précieux, le plus précieux qui existe, eh ben, il a commencé sa carrière, on va dire, comme bout de charbon. Et au fil du temps, il a évolué en passant par un cristal de roche, le quartz, et pour aboutir, finir sa carrière en tant que diamant. Il y a eu toute une évolution. Et dans cette évolution, il a développé des qualités particulières que sont la dureté, donc il n'y a rien de plus dur qu'un diamant, la transparence, donc ça c'est une qualité qui se développe dans le règne minéral, la transparence par réordonnancement de la structure, et la radioactivité, ainsi que la géométrie donc parfaite, qui est reliée avec la transparence. Donc il y a une géométrie parfaite au sein du diamant, qu'on arrive même, nous les humains, on n'arrive même pas à reproduire avec les machines qu'on a. On fabrique du diamant, mais on n'arrive pas à avoir l'exacte géométrie parfaite que développe le diamant en lui-même. Donc on sent qu'il y a dans ce règne toute une évolution qui se fait par la vie qui travaille justement ces minéraux. Et à partir de là, on peut classer, j'allais dire, les minéraux, non pas forcément en fonction que de leur forme, mais aussi en fonction de leur degré, on pourrait dire, d'évolution. On pourrait dire leur degré de conscience, même si c'est une conscience qui n'a rien à voir avec la nôtre, une conscience qui est très éloignée de la nôtre, mais un degré comme ça d'évolution, un degré de développement, on pourrait dire d'apprentissage de certaines qualités. Et du coup, on pourrait... C'est comme si... Je vous disais, ils commencent leur carrière comme si c'était les débutants de cette classe. C'est tout ce qu'on appelle les métaux communs. Les métaux communs, c'est le fer, le plomb, le cobalt, bon, il y en a des centaines. Et puis, sous justement, on va y revenir, mais sur la pression, le feu, donc il y a toute une vie qui se déroule souterraine, donc ça évolue. Et il passe aux métaux rares. Les métaux rares, c'est l'or, l'argent, le platine, pour ensuite arriver aux pierres semi-précieuses. Vous en avez peut-être à la maison, l'améthyste, la citrine, toutes les pierres semi-précieuses que vous avez peut-être sur vous aussi. Et puis jusqu'aux pierres précieuses. Pierres précieuses, qu'on appelle les pierres précieuses, donc c'est le rubis, le saphir, l'émeraude et le diamant. Donc il y a une évolution comme ça qui se fait. Et on pourrait dire que dans cette classe, dans ce règne, eh ben, c'est une analogie, mais c'est comme si les pierres précieuses étaient donc les élèves les plus aboutis, ceux qui ont développé la transparence, la radioactivité, la géométrie parfaite, donc qui ont développé ces qualités-là. On pourrait dire que c'est les maîtres de sagesse de ce règne-là, c'est les plus évolués. Même si, c'est intéressant de voir qu'ils sont passés par, ils ne sont pas d'un coup arrivés comme ça, ils sont passés par les différents stades d'évolution. Exactement comme on pourrait mettre, il y a une analogie avec le règne humain. C'est comme si, dans le règne humain, il y avait, on va dire, l'homme
l'humanité ordinaire qu'on a été dans nos premières vies, ou des fois on est encore un petit peu. Et puis, à force d'évolution, à force que la conscience pousse, l'âme pousse à l'intérieur, eh ben, on commence à aspirer à d'autres valeurs, à des valeurs d'ensemble, à des valeurs de juste relation, à des valeurs de fraternité, d'égalité. Donc c'est quelque chose qui commence à pousser en nous. C'est ce qu'on appelle, on aspire à des valeurs, donc des aspirants. Et puis, à force d'aspirer à ces valeurs, et puis qu'elles prennent de l'ampleur en nous, à terme, on commence à discipliner sa vie pour que justement ces valeurs vraiment elles puissent rayonner et émerger dans notre vie. Donc, qui dit discipline dit disciple. Et puis, plus tard, l'aboutissement, on pourrait dire, de cette classe-là, c'est ce qu'on disait, les maîtres de sagesse ou les initiés. Donc là, pareil, bon, c'est des classes très grossières, hein, il y a plein de fondus enchaînés par rapport à ça, mais il y a une correspondance, surtout une analogie, hein, ce n'est pas une correspondance exacte, parce qu'on ne peut pas dire que les pierres précieuses sont des maîtres de sagesse, elles sont beaucoup moins, le règne minéral est beaucoup moins évolué que le règne humain. Même une pierre précieuse, donc qui est le plus évoluée de ce règne-là, est moins évoluée qu'un humain ordinaire ou qu'un aspirant. Pourquoi ? Parce que, on va dire qu'il est le premier de sa classe, mais voilà, en sixième, on n'est pas aussi évolué qu'à l'université. Et il va falloir du temps, une fois que la conscience est bien travaillée, la conscience passe dans le règne suivant, hein, donc là on était dans le règne minéral, elle va passer non pas directement dans le règne humain, mais elle va apprendre des choses dans le règne suivant, qui est le règne végétal, pour ensuite développer d'autres qualités dans le règne animal, et l'animal, le règne humain, et puis le cinquième règne, le règne de l'âme. Donc il y a une progression aussi de règne en règne. Exactement comme les classes restent, les formes restent, mais la conscience qui est à l'intérieur passe d'une classe à l'autre. Bon, ça, on va y revenir aussi au fur et à mesure, même dans les autres conférences, cette vision comme ça des choses. Mais déjà, est-ce que ça va ? Jusqu'à là, c'est compréhensible ? C'est déjà pas des choses qu'on a l'habitude forcément d'entendre, cette façon de percevoir justement ce qui se passe justement au sein des règnes, surtout le règne minéral qui est le plus éloigné, j'allais dire, de notre conscience. On verra peut-être que le règne animal ou le règne peut-être végétal, c'est déjà plus près de ce qu'on peut percevoir. Quel enseignement on peut justement extraire de la rencontre, j'allais dire, avec ce règne-là? Alors il y a plusieurs enseignements qui sont très intéressants, et notamment le premier qui est en relation avec la lumière. Mais avant de partir sur la lumière, il faut bien comprendre que le règne minéral, lui, il nous parle en partie de la forme dense. Il est très relié au plan physique, aux formes physiques. Très rapidement, l'année dernière, on avait vu les sept états de la transformation de la matière. On avait vu qu'il y avait le plus dense, c'était le 7e état, le plan physique. Il y avait plus subtil, donc le 6e état, c'était le plan émotionnel. 5e état de la matière, le plan mental. Après, on avait appelé ça le 4e éther. Il n'y avait pas trop de termes. 3e éther, où là, il y avait le plan de l'âme, hein, d'ailleurs. 2e éther et 1er éther. Ça allait comme ça, où là, il y avait le plan fondamental. Et voilà, on pouvait voir que c'était du plus subtil au plus dense. Et il y a une correspondance justement avec les différents règnes de la nature, où justement le minéral se trouve à ce niveau-là, c'est-à-dire au plan le physique le plus dense. Ensuite, on a donc le végétal, l'animal, l'humain, 4e règne, le règne de l'âme. Il y a encore un 6e règne qu'on appelle, si je pars du bas là en fait, hein, 1er règne minéral, 2e règne végétal, 3e animal, 4e humain, 5e âme, 6e c'est le règne planétaire, le règne des planètes. Les planètes sont aussi des formes de vie qui existent, qui ont une conscience. Il y en a aussi des millions partout. Et puis le système des soleils ou des étoiles, c'est la même chose. Donc le règne stellaire. 6e et 7e règne de la nature.
Et donc il y a une correspondance avec les règnes, une correspondance avec les chakras, il y a une correspondance avec le nombre de 7, il y a beaucoup de correspondances qui peuvent se faire. Mais simplement pour vous dire que le minéral, du coup, est en lien avec le plan physique dense. C'est la structure, d'ailleurs le minéral c'est le plus dur qu'on puisse trouver, le plus dense. D'ailleurs, ce qui est aussi caractéristique, c'est qu'il est finalement la structure de base de tous les autres règnes. C'est-à-dire que le végétal, lui-même, il se nourrit, il a ses racines dans le minéral, il se nourrit de minéraux, ça compose sa structure de base. Les animaux, nous les humains, c'est la même chose. Notre squelette, nos dents, nos ongles, mais même tous les minéraux qui circulent dans nos corps, le fer, le potassium, le nitrate, tout ce qu'il y a, c'est constitué de minéraux. Du coup, c'est pour ça qu'on dit que c'est la structure de base même de toutes les formes de vie. Cette chaise, ce tableau, tout le fer qu'il y a dedans, une voiture, un ordinateur, un train, n'importe quoi, les minéraux sont partout par rapport à ça. Même la planète, les plaques tectoniques, les fonds marins, toutes les chaînes de montagnes, même le noyau terrestre. Le noyau terrestre, il est fait à 80% de fer. Même le côté liquide, avec aussi du silicium, d'autres métaux. Donc il y a vraiment une structure de base minérale qui soutient tout ça. Donc il nous parle de la forme, le minéral. Mais pas seulement. Il nous parle de la forme, mais il nous parle aussi de la lumière. C'est-à-dire son opposé le plus subtil, j'allais dire. Le côté lumineux, le côté plus subtil, autant il nous parle du plus dense, mais il nous parle aussi du plus subtil, de la lumière qui est à l'intérieur, justement dans toute l'histoire de son évolution, où il essaye de développer, et il s'évertue à développer la qualité de radiance qui est, justement, ou de radioactivité, qui est l'activité des rayons lumineux. D'ailleurs, intéressant, les travaux d'Henri Becquerel et puis Pierre et Marie Curie en 1790, par là, ils ont découvert que justement dans la matière et dans les minéraux, il y avait une présence lumineuse. Au départ, un peu par hasard, et puis ils ont eu l'intuition qu'il y avait vraiment quelque chose à l'intérieur des minéraux, et ils ont, par des procédés donc, chimiques, extraits et creusé, et ils ont découvert justement l'uranium, le plutonium, le polonium, donc, et l'uranium et le radium aussi. Et c'était une substance lumineuse, et en plus qui ne faiblissait pas en intensité. Donc, ils ont découvert la présence de la lumière à l'intérieur de la matière et du règne minéral. Donc, ça a été un moment absolument gigantesque au niveau de la découverte scientifique. Mais le minéral, donc, nous dit qu'il y a de la lumière derrière les matières les plus denses. Et ça, l'enseignement qu'on peut avoir par rapport à ça, pour nous, eh ben, c'est comme si le minéral nous disait, mais souvenez-vous-en toujours, derrière toutes les formes de vie, il y a cette lumière. Pour nous, la lumière qui est justement cette conscience, cette âme. Et apprenez à la découvrir, apprenez à la regarder, apprenez à en prendre soin. Et pas seulement, parce que vous allez me dire, ben oui, mais on le sait bien, oui, mais pas seulement avec les gens qu'on aime. Avec les gens qu'on aime, c'est facile peut-être d'aller voir la lumière. Mais aussi avec les gens qu'on n'apprécie pas forcément, qui sont très différents de nous, ou qui ont un état de conscience très peu évolué, qui n'ont pas encore conscience de leurs actes néfastes par rapport à la société, qu'on voit à la télé, ou qu'on entend à droite ou à gauche. Est-ce que c'est pourtant des formes de vie? Et il y a cette présence lumineuse. Et l'enseignement, il est de prendre le temps de percevoir la lumière derrière chacune des formes de vie. C'est le premier enseignement du règne minéral. Oh, moi, les dauphins, je trouve que je suis de cœur à cœur avec eux et je vois leur âme, c'est majestueux, c'est magnifique. Oui, très bien, mais les lézards qu'il y a dans ton jardin, les vers de terre qui sont là, est-ce que tu vois aussi l'âme qu'il y a derrière? Et oui, parce que pour le cœur, pour l'âme, il n'y a pas de différenciation par rapport à ça. La lumière, il y a une reconnaissance de cœur à cœur, d'âme à âme, qui est dans toutes les formes de vie. Pas celle qui... C'est le plexus, c'est la perception, ce qu'on disait du chakra de l'émotionnel du départ, qui perçoit finalement les formes qu'elle préfère, et puis on va essayer de voir l'âme par rapport à ça. Mais ça, ce n'est pas du tout une perception de cœur. Ce qui en découle aussi, c'est que toujours, on pourrait dire que par rapport à cet enseignement du minéral, c'est qu'il nous dit par rapport à l'évolution aussi, ah oui, je reprends l'évolution
je disais, du charbon jusqu'au diamant, eh bien, il nous montre que toute forme de vie, aussi dense soit-elle, peut évoluer. Rien n'est trop dense pour pouvoir évoluer. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que pour nous, l'analogie, c'est que, par exemple, il y a, je veux dire, toute personne évolue. Même la pire des crapules sera un jour un maître de sagesse. C'est inscrit dans le marbre. C'est pas moi qui le dis, c'est le minéral. Mais c'est difficile à concevoir, hein, mais c'est la loi de la vie. C'est la loi d'évolution de la vie, en fait. Oh, c'est sûr, ça ne va pas se faire en un clinquement de doigts. Ça va se faire sur des vies et des vies. Le minéral, ça se fait sur des millions d'années, voire des milliards d'années, l'évolution. L'humain, ça va se faire sur des dizaines et des dizaines de vies. Ça vous paraît long? Mais estimons-nous heureux par rapport au minéral, parce que je dis que le minéral, ça se fait sur des millions d'années. Nous, ça se fait sur des centaines de vies. Mais ça se fait quand même. Et oui, on passe par là, on vient là. Si on se souvenait de nos anciennes vies, bah, nous aussi on a été la pire des crapules, on a participé à des guerres, on a participé à des atrocités. Mais justement, le fait que c'est une des caractéristiques qu'on verra dans le règne humain, qu'on développe la conscience de soi, la conscience aussi mentale et la conscience de soi, eh ben, on apprend par expérience justement de nos erreurs. Et on évolue comme ça. On évolue déjà au sein d'une même vie et on évolue aussi de vie en vie. Pour l'instant, on n'est pas assez évolué, on n'est pas assez de cœur pour se rappeler nos anciennes vies. Parce que si on savait avec qui on est dans la famille, avec justement les guerres qu'il y avait, pour l'instant, on est encore trop émotionnel et on ne saurait pas le gérer. Plus tard, quand on sera de cœur, il n'y aura pas de souci. On sait que c'est une évolution, on sait que c'est normal. Et on n'a jamais été aussi évolué que cette vie-là. Mais, du coup, cette progression-là, donc, c'est de voir en chacun, justement, autour de nous, justement, cette proposition que tout le monde évolue. Mais même les situations les pires, c'est d'apprendre à percevoir aussi cette source d'évolution, que ce soit une situation, que ce soit l'état de crise actuellement, les événements, les personnes, c'est toujours voir ce potentiel qui va évoluer. C'est ça qui permet de le libérer. D'ailleurs, ça découle le troisième enseignement qui a été aussi par rapport, je vous parlais de Pierre et Marie Curie, les travaux qu'ils ont fait avec le minéral, c'est intéressant parce que donc c'est des chimistes et physiciens, qui ont pressenti, je vous disais, la lumière derrière le minerai, hein, le minéral, et qui ont, par des procédés chimiques, séparé la matière la plus dense, mis de côté, et puis essayer de creuser, d'extraire justement cette source lumineuse pour en arriver vraiment au cœur et trouver cette lumière, afin de libérer ce potentiel justement lumineux. Et bien nous, c'est un peu la même chose. C'est d'apprendre à être des chimistes et des physiciens de la conscience pour libérer ce potentiel qui est à l'intérieur de la conscience. Et de mettre de côté les défauts. Souvent, on regarde les défauts des gens. On regarde que les défauts. Comme si avec ça, dans un couple, dans nos vies, à la télé, dans ce qui se passe, si on apprenait un peu à regarder le potentiel, ce qui demande du travail, ce qui demande de la concentration, mais c'est en se concentrant sur le potentiel lumineux qu'on peut libérer ce potentiel-là. Mais ça, c'est un exercice, c'est un travail. Voilà ce que le règne minéral peut nous enseigner. Et c'est le propre même de l'éducation, finalement. L'éducation, c'est vraiment libérer le potentiel. Et on sait que si, dans l'éducation, justement, on met l'accent sur le potentiel, eh ben, l'évolution et l'accroissement de conscience se fait beaucoup plus vite que si on regarde que les défauts et puis on se plaint de cela, que ce soit même pour nous-mêmes hein, aussi, c'est la même chose, et pour tous ceux qui nous entourent. Donc on a ces trois premiers enseignements. Et du coup, il y en a un quatrième qui vient d'une des qualités qu'on trouve dans les pierres précieuses. Justement, ce qu'on disait, c'est la transparence, qui va amener à la radiance. Je disais, la transparence, donc les minéraux ont développé comme ça, voilà, il y a leur structure qui s'est réordonnancée, ça a réagencé leurs molécules, ça a donné un espèce de transparence, et puis du coup ça laisse passer la lumière. Et il y a un côté de radiance qui se développe, une radiance qui est une sorte de charisme, d'ailleurs qui a un effet magnétique et attractif, même sur l'humain.
Justement, on voit la beauté d'un minéral, la radiance d'un minéral, et ça nous fait quelque chose quelque part. On est attiré par ça. C'est pour ça qu'on les considéré aussi comme des pierres précieuses et on leur donne de la valeur. Ce n'est pas que par leur rareté. Il y a un côté magnétique par rapport à ça. Et c'est intéressant de voir que dans l'humanité, cette transparence, transparence, ça vient de trans, c'est à travers, trans, et parere, c'est paraître. C'est paraître à travers. Et c'est employé dans le terme de la lumière. C'est que la lumière qui apparaît à travers la forme. Et on voit que l'humanité est attirée vers cette transparence, de laisser passer justement la lumière. On le voit si on regarde l'humanité, ne serait-ce qu'au niveau physique. Regardez les constructions, par exemple, il y a une centaine d'années, les maisons. Mais elles étaient opaques. Les fenêtres, c'était des petites fenêtres comme ça. La lumière ne passait pas du tout. C'était loin d'être transparent. Maintenant, regardez les baies vitrées qu'on a. On veut des ouvertures. Tu vois, dans les immeubles, tu vois des immeubles qui sont en ville, des fois tu vois que des vitres. On a besoin de lumière. La transparence, rien qu'au niveau physique, est importante. Les verres, avant, les gens ne voyaient rien, on était là, on se trimballait, on ne voyait pas à 2 mètres, on laissait comme ça. Maintenant, on a besoin de transparence, on a besoin de netteté, et on est attiré quelque part par cela. Ça, c'est au niveau physique, mais on l'a attiré aussi au niveau psychique, émotionnel et mental, dans le sens, toute la qualité de transparence dans les couples, par exemple. Maintenant, grâce à la psychologie, on cherche à se dire les choses, à être vrais les uns avec les autres, de plus en plus, même si ce n'est pas encore gagné, mais il y a cette notion de vouloir être transparent, de vouloir aussi être honnête. Dans les sociétés, dans les entreprises, de plus en plus, c'est un mot qu'on entend de partout. Il y a des banques éthiques qui cherchent à être transparentes et qui l'affichent très nettement, leur compte de résultats, leur bilan, leur direction. Je regardais hier sur le grand débat national qui a lieu là actuellement, sur le site internet. Donc il y a leur charte, il y a la charte de ce grand débat, il y a 6 qualités. Et la première qui apparaît, c'est la transparence. C'est une demande on dit on va être le plus transparent possible. Parce qu'il y a une demande aussi de la population de cette qualité-là. On la voit qui pousse comme ça de partout. Mais la question qui peut se poser par rapport à ça, c'est quelle lumière on laisse transparaître? Quelle lumière? Et est-ce qu'on doit tout laisser transparaître? Moi, je suis transparent. Je dis tout ce qui me passe par l'esprit, tout ce qui me passe par la tête, tout ce qui me passe par le plexus, tous mes états émotionnels, les pires états émotionnels que j'ai. Mais moi, je suis transparent, de toute façon, donc je déballe tout. Alors, je n'explique pas à ma compagne à la maison, elle commence à en avoir marre. Mais voilà, ça relève plus, qu'on disait déjà, d'une incontinence plutôt émotionnelle qu'une transparence fondamentale. Quand on parle de la transparence, c'est essayer de laisser passer la lumière essentielle, la lumière de l'âme, la lumière de nos valeurs les plus élevées. Donc, suite à une sorte de discernement. Ce n'est pas tout laisser transparaître. Peut-être au début, on commence avec ça nous entraîne. Mais du coup, ça ne va pas avoir le même effet de radiance. On peut laisser transparaître juste nos plans de vie personnels. On peut laisser transparaître le plan d'ensemble. Il y a toute différence. La radiance ne va pas être du tout la même aussi. C'est un effet, la transparence a un effet sur la radioactivité, l'activité de la lumière. En effet, ce n'est pas parce que, même on pourrait dire s'il y a une grosse radiance et qu'il y a une grosse transparence, mais il pourrait y avoir une radiance très puissante, quelqu'un qui a un charisme, ce qu'on appelle aussi une radiance, c'est ça, très très puissante, mais est-ce qu'elle est fondamentalement, elle vient d'une lumière essentielle? Prenons un cas qu'on connaît tous, Hitler, ça a été une radiance absolument gigantesque. Il avait une influence et une radioactivité quelque part, un charisme, pas juste sur sa petite famille, et même pas sur son pays, sur le monde entier. Mais est-ce que ça venait vraiment de l'âme? Est-ce que c'était constructeur? Est-ce que c'était pour des liens d'unité? Est-ce que ça élevait la conscience? Pas du tout, c'était même, non pas constructeur, mais voire même destructeur. Par contre, à l'opposé, on pourrait prendre un Roosevelt, qui était un grand initié, et un grand disciple, qui lui, avait une aura, une radiance très grande, et pourtant en plus constructive. Constructrice, c'est-à-dire par rapport à son pays et par rapport au monde entier. Parce que justement, c'était une lumière, il laissait transparaître la lumière des valeurs d'ensemble, des valeurs d'unité. Et il a su les laisser transparaître et orienter sa politique par rapport à ça. Donc voilà, on peut discerner, j'allais dire, la qualité de la lumière qui transparaît,
qui donne un certain type de radiance, et puis l'intensité, et puis la qualité. On pourrait même mettre, alors c'est très schématique, mais si on met la radiance ici, on pourrait peut-être même faire 2 petites colonnes avec le côté intensité, donc faible ou forte. Et puis on va mettre destructrice, je mets D et puis constructrice. On pourrait dire que l'homme ordinaire, on va dire basique, très centré sur soi, qui ne se pose aucune question, qui s'occupe que de sa petite vie, de ses petites affaires, très émotionnelles, ce qu'on disait, bon, il n'a pas forcément une forte radiance. Donc je mets un moins. Et ce qui est destructif ou constructif, alors là, pour pouvoir dire ça, ça dépend de quel cadre on parle. Comment on peut voir si une radiance est constructrice? C'est constructrice par rapport à quoi? Par rapport à l'ensemble. Je dis si ça vient de l'âme, c'est-à-dire si ce qui est entrepris, justement, permet d'élever la conscience vers plus d'unité, vers plus d'ensemble, vers plus de justes relations. À partir de ce regard-là, on peut dire si c'est constructeur ou destructeur de cela. Donc là, forcément, quand tu t'occupes que de toi, par rapport à l'ensemble, ce n'est pas forcément constructeur. Donc, on ne pourra pas dire que c'est forcément destructeur, mais je mets un petit moins. Au niveau de l'aspirant, quand on commence à aspirer des valeurs supérieures, là, ça va amener une sorte de lumière différente, donc ça va amener une radiance un peu plus forte. Par contre, souvent, on ne fait que l'aspirer, on le désire fortement, mais on ne met pas encore en œuvre cela. On reste encore très égoïste, très personnel dans notre état de conscience. Donc, quelque part, on reste un peu destructeur par rapport aux relations d'ensemble. Et puis on pourrait dire que voilà, des disciples, on prenait le cas là de Roosevelt, où ils ont à la fois une grande radiance et puis constructeur par rapport à l'ensemble. Et des maîtres de sagesse, bien sûr, on va mettre 2+ de chaque côté, donc il y a encore un niveau plus élevé. Ne faites pas des raccourcis trop rapides, en disant je vais aller voir une conférence ce soir, le gars il disait les hommes ordinaires, en fait finalement ils sont faibles et puis destructeurs. Remettez bien dans le cadre dans lequel on vient de situer. D'autant plus que c'est intéressant de se dire que nous-mêmes on se situe, on a des parties de nous qui sont encore très ordinaires. On a des parties qui commencent à aspirer à autre chose et peut-être des parties qui commencent à se rediscipliner. Donc on est loin encore d'être à ce niveau-là, mais voilà, il y a ces petites parties qui on fait partie de cela aussi. Donc, et on pourrait aussi situer l'humanité dans son ensemble. L'humanité dans son ensemble, où c'est qu'elle se situe? C'est intéressant de voir qu'elle commence à avoir une radiance assez forte. C'est vrai que ça fait quelques centaines d'années qu'elle se perçoit et qu'elle se sent comme un tout, l'humanité. Il faut bien vous imaginer qu'il y a quelques siècles en arrière, on ne connaissait pas, on vivait dans nos villages, on ne connaissait pas qui c'est qu'il y avait à 100 ou 200 km de l'autre côté. On ne savait même pas qu'existaient des gens sur un autre continent, ou qui ils étaient. Maintenant, avec les réseaux, avec tous les réseaux, la télé et tout ça, la radio, on sait qu'il y a une humanité une. On ne se sent pas encore complètement unis, mais quand même, il y a quelque chose qui s'est fédéré quelque part. C'est loin d'être la panacée encore, mais ça crée une certaine radiance. Une radiance qui a un effet sur les congénères, sur les différents règnes, assez forte. Est-ce qu'elle est destructrice, constructive? Elle est peut-être un petit peu entre les deux. Et pour revenir un petit peu dans le rapport avec les minérales, ça serait intéressant de le voir par rapport à l'utilisation et la découverte de l'énergie nucléaire que l'humanité fait. C'est vrai que quand elle a découvert l'uranium, dont je vous parlais dans le règne minéral, l'humanité, dans un premier temps, elle l'a utilisé pour la bombe atomique, pour un côté assez destructeur, pour le coup. Même si elle a essayé, et puis elle l'a fait par la suite, elle l'a utilisé pour l'imagerie médicale, dans les recherches médicales, la radiothérapie, dans les cancers, donc pour essayer de construire quelque chose d'autre. Même si la technique de radiothérapie est quand même assez invasive, on bombarde les cellules, c'est assez agressif et assez destructeur aussi. Mais voilà, on sent qu'elle est dans cette recherche un petit peu entre les deux par rapport à ça. Et même la technique de libération d'énergie, c'est intéressant parce que c'est ce qu'on appelle la fission nucléaire.
C'est-à-dire qu'on va fissurer, séparer, détruire un atome d'uranium pour libérer l'énergie. Donc c'est aussi un acte destructeur pour libérer l'énergie. Puis avec tous les déchets que ça crée, donc qui sont destructeurs par rapport aux autres règnes. Donc il y a un côté voilà, qui se recherche par rapport. Alors qu'on sait qu'il y a une autre énergie nucléaire qui peut s'obtenir par la fusion nucléaire, c'est-à-dire la fusion de deux atomes. Et c'est l'union de deux atomes qui va libérer l'énergie. C'est complètement un autre système. C'est ce qui se passe dans le 7e règne de la nature, dans les soleils. Les étoiles et les soleils, ils brillent par la fusion nucléaire, parce que là, eux, ils ont un état de conscience bien plus développé que le nôtre. L'unité, le cœur est complètement développé, et ils développent cette capacité-là. Le jour où l'humanité aura développé vraiment le cœur, et sera en conscience d'ensemble, donc en conscience d'unité, elle pourra arriver à trouver justement comment fonctionne la fusion nucléaire. Pour l'instant, elle ne sait pas du tout la maîtriser. Elle recherche, il y a à Cadarache, là en France, il y a le projet ITER, bon, qui est très controversé pour d'autres choses, mais de ce point de vue-là, il est très intéressant, où il y a une union, pour le coup, une coopération internationale, avec des pays comme la Russie, la Chine, les États-Unis, toute l'Union européenne, le Japon, l'Inde, et ils cherchent, des scientifiques, à trouver cette énergie de fusion nucléaire. Ils n'y arriveront pas tant qu'il n'y aura pas plus de conscience. On peut les aider, c'est plus nous-mêmes on est en conscience de cœur et d'ensemble, plus on donne l'énergie à ce qu'un jour ça puisse se trouver. Surtout qu'il n'y a pas de déchets, ce qu'on appelle des déchets à longue vie, dans la fusion nucléaire. Intéressant. Mais c'est en rapport toujours avec l'état de conscience. Les formes sont toujours en rapport avec l'état de conscience. Et on va dire le dernier enseignement, le dernier, c'est pas exhaustif, qu'on vous propose d'explorer, parce que ça vaut le coup de chercher, il y en a encore plein d'autres, c'est la notion, on va dire, ça s'appelle de transmutation. Parce que vous allez me dire, ben oui, la transparence et la radiance, c'est un bel idéal, oui, on veut bien y aller, mais comment on fait ? Comment on fait pour faire ça? Surtout qu'on a vu que dans le minéral, la transparence arrivait quand il y a réordonnancement, restructuration des atomes. Mais comment on fait pour restructurer, réagencer nos formes pour qu'il y ait transparence? Ben oui, c'est vrai que ce n'est pas évident. Demandons justement au règne minéral comment il fait, comment il procède pour cela. Chaque règne, on dit qu'il y a un procédé d'évolution. Et comment il procède, c'est ça, le procédé d'évolution. Et le règne minéral, son procédé d'évolution, c'est justement ce qu'on appelle la transmutation. Transmutation par le feu et la pression. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut comprendre comment ça se passe au niveau géologique, c'est-à-dire qu'il y a des plaques tectoniques, vous avez vu ça aussi au lycée, donc avec des effets de subduction, qui entraînent les roches à l'intérieur, au cœur, encore le cœur de la planète, au profond de la Terre. Et puis, donc, plus ça va descendre, plus il va y avoir une pression, la pression de la couche terrestre. Et il y a la chaleur aussi du feu. Et le feu et la chaleur et la pression vont transformer, c'est eux qui vont réorganiser la structure. Le feu va chauffer tellement fort, c'est des températures absolument gigantesques au cœur de la planète, va chauffer tellement fort ces minéraux qu'il va les ramollir, les liquéfier, les assouplir. Et puis la pression qui est exercée par les gaz et par la planète, va condenser, va réagencer en de nouvelles formes, en de nouvelles structures. C'est comme ça qu'on passe de métaux communs, justement, de charbon au diamant, par la pression, par le feu et la pression. Comme si le feu, il permettait de changer d'état, il ramollissait, et la pression, elle permettait de condenser. Ça, c'est important. Donc, feu, changement d'état, pression, ça recondense, ça restructure, ça réordonne. Et je vais dire, nous aussi, on doit, il y a cette notion on peut évoluer grâce à cette transmutation par le feu et la pression. Alors, à quoi ça correspondrait finalement pour nous, ce feu et cette pression? C'est intéressant, on pourrait dissocier 4 types de feu. Le feu, ça serait presque un peu le moteur. Ça serait un peu chez nous l'intention, le motif. Il y a quelque chose on dit souvent, de quel feu brûles-tu?
Il y a un peu ce côté à quoi on tourne quelque part. Il y a le feu qu'on pourrait classer, si je mets les feux ici, le feu de l'émotionnel, c'est-à-dire que l'intention, le moteur de l'homme ordinaire, ce qu'on disait, c'est le feu de l'émotionnel. Il y a le feu pour les aspirants de l'aspiration. Par rapport à l'émotionnel, c'est ce qu'on dit aussi, c'est en lien avec le désir. On dit souvent le désir, le désir brûlant. Je brûle de désir pour toi ou pour quelque chose. En aspiration, pareil, on parle d'aspiration ardente, donc qui permet justement de maintenir l'aspiration, maintenir un idéal. Et puis, on a le feu de l'âme et le feu de l'esprit. Donc, qui est encore une octave supérieure de l'âme, dont nous, on ne s'occupe pas trop parce que c'est un peu au dehors de notre état de conscience. Et du coup, comment ça se passe par rapport à nous ? Et la pression, donc qu'est-ce que c'est que ça ? C'est les feux. Et ce qu'on a peut appeler, nous, la pression, c'est l'intensité. C'est l'intensité qui va permettre justement de vraiment faire changer les choses. Je m'explique. Par exemple, un fort désir de quelque chose. Prenons un désir qui est en vogue, qui peut être chez l'homme ordinaire, le désir d'être riche. Je veux absolument être riche. Donc c'est un fort désir, c'est un feu très puissant. Et on va essayer de faire l'analogie avec les roches, comment ça se passe. Eh bien, ce désir, ce feu d'être riche, il va j'allais dire, nous changer un peu d'état. Avant, on n'avait pas spécialement envie d'être riche, mais d'un coup, il y a ce désir-là. Donc, le feu, je disais, c'était le changement d'état. Ça va nous changer d'état, ça va liquéfier. Il y avait une matière plus subtile, la matière, on dit, du désir, qui est plus subtile que la matière physique, va nous faire changer d'état, intérieurement. Et plus on va l'intérioriser, le descendre en nous, à l'intérieur, comme à l'intérieur des roches qui descendent au fond de la planète, plus on le nourrit, plus on y pense, c'est comme si la pression de ce feu augmentait. Et ça augmente en nous. Et ça devient de plus en plus fort, si on y pense régulièrement. Si on n'y pense qu'une seule fois, oui, j'ai envie d'être riche, puis après on passe à autre chose, il n'y a pas assez de pression, il n'y a pas assez d'intensité. Mais si on le pense régulièrement, à un moment donné, ça va condenser, ça va restructurer nos pensées, ça va restructurer vraiment nos actes, notre vie, et on va tout faire, et on va le devenir riche. On va s'organiser dans notre vie pour le devenir. Et ça marche. C'est la méthode Coué, c'est les méthodes, il y a plein de méthodes comme ça qui apprennent à stimuler le feu du désir et puis cette pression intérieure qui permet d'arriver à ce qu'on veut. Mais nous, on ne cherche pas à stimuler le feu du désir, puisqu'on sait que dans ce travail-là, que le feu du désir et de l'émotionnel, c'est ce qui cause justement la totalité des problèmes de l'humanité actuelle vient de cette conscience émotionnelle, du chacun pour soi, des désirs personnels, et parce qu'on s'occupe de nous avant les autres. Il n'y a pas cette conscience de cœur. Nous, on cherche à développer un autre type de feu, même si on a encore beaucoup de feu émotionnel, chacun en nous-mêmes. Mais grâce au feu de l'aspiration, où on aspire justement à des valeurs un peu plus d'ensemble, que ce qu'on disait tout à l'heure, d'égalité, de juste relation, de fraternité, d'unité, on va essayer d'activer le feu de l'âme de plus en plus. Le feu de cette intention d'unité. Et il est plus on contacte l'âme, plus on médite, plus on recherche, plus ce feu, il prend en nous. Mais le problème, c'est que ce feu-là, ça ne suffit pas. Le feu ne suffit pas. Il faut le feu et la pression. Souvent, on n'a que le feu et on s'étonne que ça ne se réorganise pas dans nos vies, dans nos pensées, dans nos attitudes, dans nos actes, dans nos paroles. Ça ne change pas tant que ça. Parce qu'il manque l'aspect, justement, pression. Qu'est-ce que c'est cet aspect pression ? C'est ce qu'on disait là par rapport au désir. C'est qu'il s'agit de le faire descendre intensément à l'intérieur. C'est-à-dire, c'est y penser régulièrement, c'est voir ce que ça veut dire, c'est le sentir, c'est en faire une expérience vivante intérieure, de plus en plus rythmiquement. Sinon, ça n'a pas d'effet. Sinon, ça reste une pression faible. C'est ce qu'on appelle le faible vouloir des hommes. Et oui, parce qu'il manque un côté pression. C'est intéressant l'analogie avec le minéral, c'est-à-dire qu'à température égale, donc à feu égal, le charbon, donc dans la terre, va devenir soit diamant en fonction d'une certaine pression, mais s'il n'y a pas la bonne pression,
qu'est-ce qu'il devient? S'il n'est pas assez forte, la pression, il devient du graphite. Il ne devient pas diamant. Ben, nous, c'est un peu la même chose. S'il n'y a pas suffisamment de vécu, d'expérience qui donne de la substance à ce feu, ben, on ne change pas fondamentalement. Qu'est-ce que c'est? Parce que ça demande quand même de bien clarifier cette notion de pression. Ce n'est pas non plus à ne pas confondre avec la pression émotionnelle, qui serait un fort désir une volonté personnelle. On dit des fois se mettre la pression. Il faut que j'aime, il faut l'unité, il faut que je sois amour. Puis chaque matin, on se redit ça. Là, c'est une volonté personnelle, une pression personnelle, mais ce n'est pas de cet ordre-là. Il faut bien imaginer que cette pression hyper personnelle, ce désir fort personnel, il empêche même, il prend toute la place souvent en nous. C'est ce qui se passe au départ quand on aspire fort à ça, à ces qualités d'amour, on se met la pression personnellement. Mais du coup, ça prend toute la place. Et il n'y a plus l'espace pour justement retrouver cette pression du cœur qui est autre chose. C'est un espace qui est collectif, qui est global. Où là, on sent que ça n'a plus d'ordre personnel, c'est plus une volonté personnelle. C'est un pouvoir dynamique de vie qui circule, qui a lieu, qui est en train de travailler, de réorganiser toutes les formes de vie vers cette unité. C'est même quelque chose de très calme. Ce n'est pas cette forte pression personnelle, c'est un état d'être de cœur qui perçoit ce pouvoir dynamique à l'œuvre derrière toutes les formes de vie. C'est une volonté globale. Et ça laisse la place à cela. Et c'est ça qui va, restructurer nos états d'être. Donc à ne pas confondre avec cette pression trop personnelle. Petite analogie qu'on peut faire, le règne minéral, il est en rapport avec 3 planètes. D'un côté, la planète Uranus, et de l'autre côté, Pluton et Vulcain, on va y revenir. Uranus, c'est une planète qui a été découverte en 1781, juste avant avoir découvert justement ce qu'on a appelé l'uranium, qui a porté le nom de l'Uranus, c'était en 1789. Ils ont été découverts en même temps. Et puis Pluton, l'autre planète, découverte pareil en même temps que le deuxième lumière qui a été découvert dans l'atome qui a été découvert, le plutonium. On a donné le nom de Pluton, 1930 et 1940. Et la troisième planète qui est en rapport avec le règne minéral, c'est Vulcain. Vulcain, on ne connaît pas trop, mais parce que c'est une planète éthérique. C'est une planète qui est très près du Soleil d'ailleurs, et qui est en matière éthérique. Donc on n'a pas encore les outils pour la percevoir. Quand on sera de cœur, on pourra percevoir justement le corps éthérique réellement, et on découvrira cette planète. Et on l'appelle Vulcain le forgeron des dieux. Donc un forgeron, c'est quoi? C'est quelqu'un justement qui, dans sa forge, fait brûler, fait chauffer par le feu du métal, et puis avec son marteau, sa masse, qui lui met de la pression. Donc le feu ramollit, et cette pression du marteau restructure. Et bien c'est un petit peu cette analogie-là en fait. Il y a comme la pression dont je vous parle, c'est ce gros marteau, mais c'est ce marteau divin selon une intention divine. On dit c'est le forgeron divin. Il y a cette faible intensité intérieure, bon, il fait bien chauffer son métal, mais il taperait avec un tout petit marteau, ça ne fait rien du tout. Donc ça demande vraiment de travailler justement cette intensité, on va dire, ou ce pouvoir dynamique global. Donc, c'est ce que nous dit justement ce règne minéral, et il dit, mais imaginez du coup toutes nos formes de vie, justement, doivent apprendre à être transparentes, radioactifs, et justement apprendre à être restructurées comme ça par ce feu justement de l'unité. Et c'est l'avenir, on va dire, c'est l'avenir de l'humanité, que ce soit nos corps, que ce soit toutes les formes qu'on puisse imaginer, que ce soit nos structures politiques, nos structures économiques, toutes les structures qu'on puisse, nos couples, nos entreprises, nos associations, tout doit devenir de cet ordre-là. Mais bon, voilà, c'est intéressant. Le minéral nous donne, comme s'il nous indiquait un plan de vie, il nous indiquait une grande direction qu'on va mettre en œuvre en voyant tout doucement après avec les autres conférences et les autres règnes.
Et bien, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne un petit temps justement pour expérimenter intérieurement ce feu et puis ce pouvoir dynamique. Bon. C'est un petit peu la proposition du règne minéral qui nous dirait presque chaque matin, chaque jour, c'est presque réaffirmer cette intention. Prendre un petit temps, ne serait-ce comme ça, 5 minutes, et réaffirmer justement l'intention de notre vie, l'intention de notre journée, qu'elle soit de plus en plus alimentée par ce feu justement de l'unité. Et c'est ça qui, si on le fait régulièrement, rythmiquement, qui progressivement justement restructure toute notre vie. Et sans être vous avez vu, un effort, voilà, un gros désir personnel, ça mène que à une trop forte dualité. Même si on y passe automatiquement, mais ça c'est presque plus un des effets. C'est-à-dire que la restructuration va forcément, par la suite, amener des dualités, va forcément nous inviter à changer, nous inviter à voir que ce qu'on peut-être comme on était avant, ça n'allait pas, puis voilà, ça va. C'est pas un long fleuve tranquille. D'ailleurs, les minéraux, c'est pas, ils ne changent pas par la douce brise d'été. C'est pas ça qui restructure, j'allais dire, voilà, leurs atomes. C'est quand même voilà, au fond de la terre avec le feu et cette intensité qui est là. Donc voilà, c'est un peu ces deux aspects-là qui ressortent. Et quand il y a justement, quand on active ce potentiel-là, ce pouvoir dynamique, à la fois calme et intense, et ben c'est ça, vous voyez, ça restructure comme ça nos rapports, pour rester dans le minéral, nos rapports aussi avec les règnes. Et par rapport au règne minéral, c'est ce qui va nous faire justement passer de plus en plus du plexus au cœur, et la relation va changer. C'est-à-dire qu'on ne va pas... on ne va plus, j'allais dire, les considérer simplement pour ce qu'ils nous apportent, sur ce que me fait le minéral. On peut avoir des minéraux sur soi, chez nous, il n'y a pas de souci, mais plus on est de cœur, ben, c'est moins pour nous. Ce n'est pas spécialement pour réharmoniser ma maison, ou pour me faire du bien, ou pour me guérir, ou pour me mettre en valeur. Souvent, on a des bijoux pour se mettre en valeur, mais on les met à la lumière du jour pour les mettre eux en valeur, pour mettre les minéraux en valeur. Ils sont là comme des partenaires d'évolution, parce qu'on sait que c'est des consciences qui évoluent comme nous-mêmes on évolue. C'est un rapport de cœur, c'est complètement différent. Quand on est dans le plexus, on va se servir du minéral pour se faire du bien et pour se mettre en valeur. Quand on est au niveau du cœur, non, c'est une marche commune, ensemble. Et simplement, c'est des êtres qui sont là à côté de nous et qui avancent en même temps que nous. C'est complètement une autre considération. Et même, pour terminer, on pourrait dire que, je disais que c'est la structure de base de toutes nos formes. Plus on utilisera toutes nos formes qu'on puisse imaginer, et même notre corps physique, c'est une forme, en fonction de l'intention et à quoi on utilise nos formes, est-ce que c'est constructeur ou destructeur par rapport à l'ensemble? Eh bien, c'est-à-dire qu'on le fait toujours avec des formes composées de minéraux. L'intention qu'on met dans ce qu'on fait, et avec toutes les formes qu'on utilise, a un impact sur la conscience du minéral. Et plus c'est, j'allais dire, relié à cette volonté de l'âme et du bien commun, et on utilise ces formes-là, plus on aide le minéral à se relier à cette source de l'âme, à cette lumière-là. Et il peut évoluer plus rapidement et dans la bonne direction. C'est d'une responsabilité, j'allais dire aussi bien individuelle et collective de l'humanité par rapport au règne minéral, en fonction de comment on l'utilise à travers nos formes. Voilà, c'était donc une invitation un petit peu à changer notre cadre, notre perception de vue par rapport à ce règne-là. Espérons que ça vous a donné un peu le goût d'aller un peu plus loin, parce que ça, c'est des petites portes qu'on ouvre comme ça ensemble. Et puis, pendant ces 2 mois, peut-être d'expérimenter et de voir s'il y a autre chose qui s'ouvre par rapport à ça.